Quel est le vrai souci avec la mémoire des cartes graphiques nouvelle génération? C'est ce qu'on va essayer d'aborder dans cette vidéo et je vais essayer de vous expliquer mon point de vue sur le sujet. Et on commence ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Overclocking.com. Ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, selon moi, les nouvelles cartes graphiques, elles ont un petit problème au niveau de la mémoire. Et ça va être lié justement à l'évolution de la technologie en général. Et je trouve que c'est un peu dommage justement que sur certains points de la technologie, malheureusement on n'est pas capable de revenir un petit peu en arrière pour refaire des choses un petit peu meilleures. Et c'est un petit peu justement le même sujet au niveau de la mémoire de stockage avec les SSD, etc. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Le sommaire de la vidéo est dans la description, donc n'hésitez pas à vous rediriger vers la partie qui vous intéresse. Et avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, il va y avoir des données qu'il va falloir maîtriser à propos de la mémoire. Et je vais essayer justement d'illustrer mes propos pour que ce soit encore plus simple à comprendre pour vous. Donc c'est simple, la mémoire, faut y voir un petit peu comme une autoroute. La vitesse d'une mémoire, c'est ce qu'on appelle la bande passante. La bande passante, ça va dépendre de deux grandes variables. D'un côté, on va avoir le bus qui va correspondre, si on parle de notre autoroute, au nombre de lignes que va comporter notre autoroute, et à côté on va voir la fréquence qui correspondrait elle à la vitesse auquel rouleraient les voitures sur nos lignes d'autoroute. Pour vous illustrer encore mieux, on va prendre un exemple totalement concret. Admettons qu'on a une seule voie mais que les voitures peuvent rouler à 200 km/h dessus. Et admettons qu'en parallèle de cette route là qui est d'une seule voie et qui sert à pas grand chose comme vous l'aurez compris, admettons que justement à côté de cette route je décide de construire une autre route avec cette fois-ci 3 lignes d'autoroute, mais les voitures peuvent circuler plus qu'à 100 km/h. Voilà, vous admettez tous que de toute façon quand il y a plus de lignes, même si les voitures roulent moins vite, il y a beaucoup plus de chances justement que ça aille beaucoup plus vite que de l'autre côté où ça roule à 200 sur un seul segment. Et vous pensez très bien que si jamais j'ai un nombre de voitures donné à faire passer justement sur chacune de mes routes, il y en a une qui va être un petit peu plus efficace que l'autre. La mémoire c'est un petit peu pareil, c'est caractérisé par le bus qui représente du coup, comme je vous disais, les lignes de mon autoroute. À côté, on va voir justement la fréquence qui, elle, va s'apparenter à la vitesse des voitures sur cette autoroute. Et après, du coup, le tout forme la bande passante qui est le débit de voiture que je serais capable de faire passer. Bien entendu, tout ça, c'est dans d'autres unités parce que la fréquence, elle s'exprime la plupart du temps en mégahertz, même si logiquement, ça devrait être en méga transfert par seconde comme la RAM. Donc dans cette vidéo, pour qualifier justement la vitesse de la mémoire, on va parler en mégahertz. Et pour qualifier justement le bus, on va parler en bits. Et puis du coup, tout ça, ça va nous donner une bande passante en gigaoctets par seconde. Maintenant, il faut savoir qu'il existe deux types de mémoire dans les cartes graphiques principalement. Alors, il y a un type qui est particulièrement abandonné tout simplement parce que ça coûte très cher à mettre en place. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien. Oh là là, autant pour l'overclocking qu'un usage professionnel. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que ça redébarque avec ce type de mémoire parce que c'était juste top. Donc, d'un côté, on va avoir la GDDR. Donc, par exemple, GDDR5, GDDR5X, GDDR6, GDDR6X. Vous commencez à très bien connaître ces termes à mon avis. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, le chiffre, il désigne la génération. Et quand il y a un X, c'est un peu comme le TI ou le X des processeurs AMD. Ça veut dire que c'est un peu plus rapide que ce que c'est censé être à la base. Donc, ça veut dire que ça consomme un peu plus. Et du coup, en termes de caractéristiques, qu'est-ce qu'elle a cette mémoire? Parce que c'est particulièrement ce qui nous intéresse. La GDDR est une mémoire qui se place en dehors de la puce graphique, qui va avoir comme caractéristique d'avoir une vitesse bien plus importante, tout simplement pour lutter contre le fait qu'elle est éloignée de la puce et du coup il va y avoir une certaine latence à rattraper avec la vitesse. Donc on va essayer justement de pallier à cette distance en augmentant la vitesse. Un principe de la physique que vous devez déjà certainement connaître, ça va être le fait que quand on augmente la fréquence, on augmente significativement la consommation. Et si pour maintenir par exemple vos 2 mégatransferts par seconde, vous étiez à 30 watts, et peut-être que pour maintenir vos 4 mégatransferts par seconde, vous serez à 70 watts de consommation. Tout simplement parce que plus vous montez la fréquence, et plus la consommation va être significativement augmentée derrière. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle la GDDR6 ça consomme un petit peu plus justement que ce qu'on va voir juste après, qui est la HBM. La HBM ça veut dire High Bandwidth Memory, qui est une mémoire justement à haute bande passante comme le dit son nom traduit en français. Et quel est justement le principe? La GDDR, c'est des puces qui vont être étalées sur le PCB. Donc si vous avez que 4 puces sur votre PCB, vous vous retrouvez avec 128 bits de données. Si vous avez 8 puces de données, vous vous retrouvez à 256 bits. Etc, etc, etc. Et là, il y a des gens très intelligents, tu vois, quand ils ont vu justement les problèmes qu'il y avait avec la GDDR au niveau de la limite de fréquence, etc. Ils se sont dit, mais imaginez, on va développer un style de mémoire
qui, au lieu justement d'étaler toutes les puces sur le PCB, on va déjà les intégrer dans la puce graphique, comme ça elle sera très près de la carte graphique. Ça va être vu comme un gros cache directement. Ça va vous faire un petit peu comme le 3DV cache justement dans les processeurs AMD, mais là on va avoir un truc monstrueux parce qu'au lieu d'avoir 100 et quelques mégas ou un truc comme ça, vous aviez genre 8 Go de HBM intégré quoi. Donc un cache de 8 Go, autant te dire que le processeur il déconne pas à côté quoi. Donc déjà les gens qui ont développé l'HBM, ils ont résolu un problème, celui de la distance sur le PCB. Le deuxième problème qu'ils ont résolu, c'est que la bande passante, c'est un peu pénible parce que quand on doit étaler les puces, on est très vite limité. Alors admettons, au lieu d'étaler 8 puces sur le PCB, on les empile. On va faire des conducteurs à travers les couches de mémoire qui vont permettre de donner accès justement à ces mémoires et ça va permettre de multiplier la bande passante. Et du coup, on se retrouvait par exemple sur les cartes graphiques Vega de chez AMD, qui vont être certainement les dernières que la plupart des gens vont connaître à l'heure actuelle. Et ben on avait ici de l'HBM2 qui tournait autour de 2092 bits de bus. Pour vous montrer vraiment les différences de spécifications techniques entre les deux mémoires, on va prendre deux anciennes cartes graphiques. Alors elles vont avoir entre 6 et 8 ans à peu près. Mais admettons qu'on prenne la génération où AMD sortait les RX Vega et qu'en face on a été sur les GTX 1000. Donc on va avoir par exemple la Titan X Pascal qui est justement l'une des plus grosses cartes qui s'était fait à cette époque chez Nvidia. Face à par exemple la RX Vega 64 qui était la plus grosse carte que AMD faisait à cette époque. Donc c'est un mauvais exemple les Vega parce que ça consommait énormément, les BIOS ont dû les améliorer petit à petit, ça a pris des années avant que les cartes soient un peu plus raisonnables en termes de consommation. Mais vous inquiétez pas que les gens qui savaient overclocker, undervolter, etc., ils en ont fait ce qu'ils en voulaient des cartes et ils ont fait des cartes super intéressantes à côté. La Titan X Pascal, elle tournait avec de la mémoire en GDDR5X. On avait une capacité de mémoire qui était de 12 Go. Et justement, cette GDDR5X, elle était cadencée à une fréquence de à peu près 10 GHz. Et puis justement, au niveau du bus mémoire, on avait ici 384 bits de bus. La bande passante, c'est justement la fréquence fois le bus et ça vous donne ici 480 gigabits par seconde. En ce qui concerne justement en revanche la HBM2. La HBM2 c'est un peu plus intéressant puisqu'ici on n'a que 8 Go de mémoire intégrée qui va tourner à une fréquence efficace de 1890 MHz. Donc 1,8 GHz, soit environ 5 fois moins rapide. Et pourtant, on a un bus ici de 2048 bits. Et à côté, on va pouvoir justement avoir une bande passante de 483,8 gigabits par seconde. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que le bus sur la HBM est beaucoup plus gros. Et du coup, ça nous permet d'avoir des fréquences beaucoup moins élevées pour une consommation beaucoup plus basse. Et ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, vous aviez ces deux principes de mémoire qui sont totalement opposés. D'un côté, on a principalement la fréquence qui va permettre de combler justement la distance des puces, mais bien entendu on va avoir une bande passante qui est moins intéressante, et en overclocking en plus on va être plus vite limité, mais ça intéresse pas grand monde. En termes de HBM, et ben là on a des mémoires qui consomment que dalle, qui vont s'overclocker pas mal parce que on a des fréquences très basses, du coup ça va permettre d'avoir encore une très grosse marge en termes d'overclocking. Le moindre mégahertz gagné sur cette mémoire en overclocking, ça vous permet de gagner tout de suite des performances assez colossales derrière et ça c'est plutôt pas mal. Maintenant vous avez un petit peu le décor de planté. Qu'est-ce qui va se passer justement dans l'histoire petit à petit? Faut savoir qu'en général quand une technologie se démocratise, on fait en sorte qu'elle coûte de moins en moins cher à produire. Et puis tout simplement, quand on parle de mémoire, on fait en sorte de pouvoir mettre toujours plus de mémoire dans de moins en moins de puces. Les puces qui sont arrivées en 1 Go, donc là il n'y a pas de problème, 1 gigaoctet par puce, vous vouliez avoir 8 Go de mémoire, vous mettiez 8 puces. Donc ça permettait d'avoir une bande passante de 256 bits. Il n'y a pas de problème, ça reste relativement correct. La technologie évoluant, et on se retrouve ici avec des mémoires qui vont faire 2 Go par puce. Alors où est le problème de 2 Go par puce? Ça diminue le coût de fabrication pour les fabricants de cartes graphiques, donc que ce soit Nvidia ou AMD, on est tous contents, mais moins de puces mémoire. Le coût il va baisser un petit peu parce que c'est basiquement tout ce qui a joué là-dessus. Et puis du coup le deuxième impact qui est plutôt pas mal, c'est que la bande passante elle s'est totalement effondrée avec justement cette nouvelle génération. Et du coup cette chute de la bande passante c'est pas censé être positif. On essaie de lutter un petit peu contre cette chute de bande passante en haussant un petit peu la fréquence de la mémoire, étant donné qu'on est passé à la GDDR6, c'est plus efficace, on peut se permettre de monter encore un peu plus en fréquence, c'est carrément top ou quoi, consomme pas beaucoup plus. Donc à côté vous avez une puce graphique qui consomme beaucoup moins qu'avant et en fait au niveau de la mémoire on va stagner ou augmenter la consommation de la mémoire parce qu'on augmente la fréquence. Donc ça oui, alors peut-être que éventuellement si on fait une grosse avancée sur la mémoire ce sera même carrément un peu plus efficace énergétiquement. Donc là c'est pas forcément le vrai souci à mettre en avant. Et là vous vous retrouvez avec des cartes ancienne génération qui sont plus performantes sur les grosses résolutions que les nouvelles cartes. Déjà ça c'est ce qu'on a vu avec la 3060 Ti et la 4060 Ti. On mettrait du 1440p full ultra sur certains gros jeux, je peux vous dire que la 3060 Ti elle lui met une petite claque à la 4060 Ti. Parce que bizarrement la bande passante est plus grosse et pourtant la puce est un peu moins puissante.
Donc là on voit déjà l'impact de la mémoire et ça c'est un peu dommage. Donc déjà là on peut le voir sur des petites cartes. Mais pour prendre l'exemple d'une carte que j'aime particulièrement sur cette génération, qui est la 4070 Ti, qui est la carte du créateur selon moi, parce que basiquement si vous voulez pas trop vous ruiner, entre guillemets, c'est une carte qui coûte 1000 € quand même, mais si vous faites de la création de contenu, que vous avez une entreprise là-dedans, et que vous voulez pas vous ruiner et avoir un truc qui décape pas mal, pour moi c'est la carte du créateur vidéo. Admettons vous faites des effets spéciaux etc. Vous avez des vieux logiciels qui malheureusement ne se mettent pas forcément à la pointe de la technologie tout de suite, et du coup ils profitent pas du gain des Tensor Core ou des RT Core que va apporter la génération 4000 par rapport à la 3000, bah vous vous retrouvez avec des cartes qui sont moins performantes qu'avant parce que la mémoire suit beaucoup moins. Ça veut dire que là, la perte de la bande passante, elle est noyée par le fait que les puces Nvidia, elles ont tellement explosé en puissance sur cette génération 4000 dans le haut de gamme que ça se voit pas, tu vois, ça se voit pas du tout. Mais par exemple, quand on descend en gamme et qu'on part déjà sur la 4060 et la 4060 Ti, on voit déjà que l'écart est beaucoup moins loin entre les deux puces. Et bizarrement, quand il y a besoin de beaucoup de mémoire, et ben on a une 3060 Ti qui est insolente, qui va aller reprendre la couronne des performances par rapport à la 4060 Ti. C'est pas normal parce que c'est uniquement lié à la mémoire. Et moi, le truc que je trouve vraiment dommage, c'est que la HBM a totalement disparu du grand public. Je veux dire, la dernière fois qu'on a vu de la HBM, c'était chez Nvidia dans la Titan V qui coûtait plus de 3000 balles, que personne n'avait envie d'acheter, mais qui vraiment était un chef-d'œuvre de technologie. C'est certainement l'une de mes cartes préférées. Et puis par contre, à côté, chez AMD, la dernière fois qu'on l'a vu en grand public, c'était sur la Radeon 7 quoi. Ce serait peut-être bien aussi qu'on se rappelle que la HBM ça existe, qu'on puisse éventuellement la réintégrer sur les cartes haut de gamme, parce qu'au prix où se vendent les cartes à l'heure actuelle, je pense que ça ferait pas boiter les concepteurs de cartes d'intégrer un petit peu de HBM à l'intérieur. Je pense que 24 Go de HBM justement dans une 4090 ça ferait mal, tu vois. Mais par exemple, une gamme un peu plus professionnelle que la 4070 Ti sans forcément partir sur la Quadro. Pour une genre de 4070 Ti avec 12 Go de HBM, déjà les overclockers ils seraient un petit peu contents parce qu'on pourrait tirer des trucs vraiment sympas dedans. Et en plus de ça, tu aurais une bande passante qui est tellement intéressante que d'un côté tu as une puce graphique qui sera juste monstrueuse et d'un autre côté tu auras un énorme gain au niveau de la mémoire parce que la mémoire sera très performante. Pour moi c'est vraiment dommage justement que déjà de 1, la mémoire, elle évolue, selon moi, pas dans le bon sens parce qu'on insiste plus sur la fréquence que sur la bande passante, alors que c'est vraiment un combo qui est censé aller de pair. Et en plus de ça, bah, on va pas dans le bon sens parce que dans le sens où les technologies qui pourraient être vraiment utiles pour certaines personnes, on décide de les enterrer parce que ça coûte trop cher. Et du coup, pour conclure justement sur le sujet, bah, je trouve que c'est quand même dommage qu'à l'heure où les puces graphiques se surpassent d'année en année, bah, la mémoire soit là pour plomber un petit peu les performances. Et les fabricants de cartes graphiques se reposent peut-être un peu trop sur une bonne carte graphique et en oublient peut-être que la mémoire est aussi là pour l'accompagner. Et ça a aussi une énorme importance sur les performances de la carte au final. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le petit pouce RGB et à t'abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, porte-toi bien et à la prochaine.